Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours, quelques heures, quelques minutes du premier tour des élections législatives. C'est dimanche et puis il y aura un deuxième tour le 19 juin. Ensuite, la vie politique reprendra son cours avec ses polémiques, ses navettes parlementaires, son opposition et sa majorité. Et si on profitait encore un peu de la campagne ? De ce parfum de tout est possible, de débat permanent. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur libellisé@libération.fr. On adore toujours vous lire. Allez, on se lance pour un 20e épisode, on attrape le train en marche et c'est parti. Il aura été à l'offensive dès le lendemain de l'élection présidentielle. Mais pour quel résultat ? Jean-Luc Mélenchon aura été un peu le géo de cette campagne législative. D'abord en annonçant sa volonté d'être Premier ministre, puis en étant à la manœuvre de l'Union de la gauche sous étiquette la NUP. Aujourd'hui, la dynamique lui est favorable, mais ses récentes déclarations sur les violences policières et la crainte d'une forte abstention pourraient-ils venir contrarier ses plans ? Croit-il vraiment à son accession à Matignon ? L'alliance des partis de gauche tiendra-t-elle après le 19 juin ? Libellisé, épisode 20. Jean-Luc Mélenchon peut-il réussir son pari ? Et justement, de ça, on va en parler avec Charlotte Belaïch, salut. Salut. Et également Rachid Larèche, salut. Salut. Tous les deux, vous suivez alors les partis de gauche pour Libération. Alors, on enregistre ce podcast jeudi, donc 3 jours avant le premier tour. On a l'impression que Jean-Luc Mélenchon est devenu véritablement au centre du jeu parce qu'il est l'objet de toutes les critiques. On a entendu donc le Chavez gaulois, on a entendu la guillotine fiscale. C'est-à-dire qu'il y a un vent de panique vraiment dans la Macronie en ce moment ? Étant donné les attaques de ces derniers jours, on dirait. Alors après, à un moment où ça a été assez... où il n'y a pas trop eu de répondants, à partir du Élisez-moi Premier ministre, depuis quelques jours, on dirait qu'il y a un vent de panique que conteste la majorité, mais en tout cas, il y a une offensive, qui est assez logique étant donné les sondages qui placent la NUPS de plus en plus haut. Comment c'est pris ? C'est une sorte de bâton de maréchal alors maintenant d'être considéré comme l'opposant numéro 1 en fait ? Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé il y a 5 ans où Mélenchon était déjà l'opposant numéro 1 après l'élection présidentielle. Mais cette fois-ci, il est beaucoup plus puissant. Ils sont contents, mais la NUPES est un peu, moi je dis NUPES. Elle a hâte d'être à dimanche. Parce qu'il y a les sondages qui racontent, eux ils espèrent être beaucoup plus haut. Donc je pense qu'ils seront vraiment le bâton de maréchal dimanche soir ou lundi matin. Pour l'instant, ils sont contents, mais ils sont encore un peu dans l'attente. Je disais, on est à 3 jours. Ils sont justement tendus. Ils y croient quand même quelque part. Ou ils se disent, voilà, au moins, on a déjà fait un premier pas. Et si on ne gagne pas, c'est pas aussi grave que ça. Quelle est vraiment l'ambiance en ce moment ? Mélenchon, je ne sais pas s'il y croit, mais il fait tout pour y croire. Il dit, si moi j'y crois pas, les autres ne vont pas y croire. Donc il donne une sorte de force à tout le monde. On va y arriver. Il bouge de ville en ville depuis 1 mois. Il répète la même chose. On ne va pas gagner, mais on peut gagner. Et si on bouge, on gagne. Et si les nôtres reviennent voter comme à la présidentielle, quand il dit les nôtres, il parle des écolos, socialistes, communistes et insoumis, on peut le faire. Donc lui, son but, c'est de dire on peut le faire. Je ne sais pas s'il y croit au fond. En tout cas, il n'y a personne qui débite ce discours. Voilà. Ce que les insoumis ont quand même un truc, c'est que ils répètent tous la même chose. C'est vraiment des bons soldats. C'est pas comme au PS où ça tire de tous les côtés, dans les pattes des uns des autres et qu'il y a des discours contradictoires. Là, ils répètent tous la même chose. Donc, quand vous leur posez la question, c'est nous, il y a un horizon, c'est ça. Et pour l'instant, notre objectif, c'est ça. Et on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on fait si Macron a une majorité relative, si on a un gros groupe d'opposition, mais qu'on n'a pas gagné. Pour l'instant, il y a un objectif et ils ne veulent pas prendre en compte d'autres hypothèses, quoi. On voit beaucoup Mélenchon dans les médias. Assez peu les autres, finalement. Est-ce qu'il y a une volonté hégémonique de sa part ? Ah non. En termes de médias, ce qui est assez drôle, c'est que je pense que d'ici à dimanche, on y verra beaucoup moins parce qu'ils sont épuisés leur temps de parole. Mais ils font tous beaucoup de médias. Ils sont toujours à la télé, on les voit souvent pour réagir. Olivier Faure, on le voit toujours réagir. Ils sont moins invités des grosses émissions, mais ils sont beaucoup dans les médias. Parce que la NUPES a gagné aussi ce combat des médias. Parce qu'à l'époque, c'était très macroniste, les médias, c'est un macroniste. Et Marine Le Pen, et Zemmour à une époque. Et là, depuis 1 mois, la NUPES prend beaucoup de temps de parole. Et tous. Donc Mélenchon, lui, fait une émission par semaine, une émission hebdomadaire. Mais ils sont là, quoi, tous. Vraiment. Mais c'est vrai qu'au-delà des médias, c'est lui qui est les projecteurs sont sur lui, mais en même temps, je pense que ça dérange personne puisque tout le monde sait que ça sert. Ce qui est même drôle, c'est que quand il négociait à l'époque et quand il disait je vous préviens, on signe dans l'accord, et dans l'accord tout le monde signe, Mélenchon Premier ministre. Et tout le monde disait oui, non. Maintenant, dans les affiches de campagne, presque tout le monde met Mélenchon. L'affiche de Bayou, Mélenchon est là.
l'affiche de rigole, Mélenchon est là. Donc même eux, ils sont pris au jeu. Ils ont compris que Mélenchon était une force pour eux. Donc ils le prennent et ils s'en servent. Alors qu'au début, on se disait tous, dans la fiche de campagne, jamais il y aura Mélenchon. Alors que maintenant, tout le monde met Mélenchon. Même les socialistes mettent Mélenchon. Pas tous. Hein. Comment ça a été perçu? Parce qu'il est vrai que cette semaine, il y a eu la sortie de Jean-Luc Mélenchon sur la police, notamment son tweet intitulé La police tue. Par exemple, on a vu Olivier Faure ne pas parler sur ce sujet. Est-ce que ça a dérangé au sein de la NUP, de la NUPES? Alors Olivier Faure a pas parlé, mais la numéro 2 du PS, Corinne Narassiguin, a parlé. Quand elle le fait, fort c'est qu'elle le fait, et ça exprime un peu la voix fort. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que sur le fond, ils sont tous d'accord avec Mélenchon. Le problème qu'ils ont avec Mélenchon, c'est les mots qu'il emploie. C'est un problème verbal. C'est-à-dire que quand il dit la police tue, c'est comme Mélenchon dit peu importe ce qu'on fait et que si on veut sauver, ça ne mérite pas la peine de mort, le PS est d'accord sur ça, quoi. Mais mettre la police tue dérange le PS. Et certains communistes. Et même certains écolos aussi. Hein. Parce que c'est un mot très fort que Mélenchon assume. Il dit quand je dis ça, du coup ça crée le débat. Parce qu'il a fait un tweet avant ça en disant c'est grave ce qui se passe, il n'a aucune réaction. Et il dit la police tue, et là, boum, il y a un débat qui se crée. Il dit je suis obligé d'aller très loin pour créer un débat. Et ça, le PS n'est pas très. Comment dire? Le PS n'aime pas trop cliver. Pas à ce point-là. Et Mélenchon, lui, l'assume. Donc quand il dit ça, ça crée un peu de désordre, mais plus sur les mots que sur le fond. Après, la police tue, c'est pas que de la forme, ça veut dire quelque chose sur le fond, avec lequel je pense que le PS n'est pas tout à fait d'accord. Si Mélenchon a fait un tweet, certains policiers tuent, le PS c'est d'accord. Comment aujourd'hui ça se passe justement la campagne entre alliés? Alors c'est vrai, tu en parlais tout à l'heure en disant on voit Jean-Luc Mélenchon sur les affiches de Julien Bayou ou d'autres socialistes, mais est-ce que dans le fond, pour beaucoup en fait ça ne reste qu'une alliance électorale et après chacun vit sa vie, ou alors on est vraiment parti sur quelque chose de pérenne? Moi, je pense que pour l'essentiel, ils se disent que c'est une alliance électorale. Je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir, que ce soit les écolos ou les socialistes, à faire cette campagne avec les insoumis. Je pense que ça se passe bien, mais ça reste une alliance électorale. Et certains dans les deux familles disent que le 20 juin... les choses ne deviennent pas comme avant, parce qu'il y aura, en cas de gros groupe NUPS, ils comptent faire des réunions de l'intergroupe à l'Assemblée pour mener un combat commun de front contre Macron, mais chacun reste avec sa spécificité, son indépendance. Et il y en a même certains, notamment chez les socialistes, qui disent le 20 juin, on n'est plus forcément pour la retraite à 60 ans. Le PS, dans son programme, n'est pas pour la retraite à 60 ans. Donc le programme qu'on a signé ensemble, c'est un programme de Mélenchon Premier ministre. S'il n'est pas Premier ministre, chacun retrouve sa liberté. Je suis d'accord, je pense que c'est ça que Mélenchon et les Insoumis et tout le monde ont insisté sur chacun à son groupe, pas un groupe commun, parce que le groupe commun c'est très dangereux et très dur à gérer. Chacun à son groupe. Mais ce qui a changé, c'est que maintenant on se dit c'est possible. Avant, ça paraissait impossible du long de la gauche. Maintenant, c'est possible. Et un parti comme le PS, qui a fait 1%, et qui aura un petit groupe de députés, ne pourra pas dire à l'Assemblée, nous, on fait ça. Ils feront pas contre eux, mais ils se laisseront pas absorber. Ceux qui parlent déjà de 2027 sont quand même dans l'idée de il faudra continuer l'union, on devra avoir un candidat unique, mais ils n'ont pas enterré l'idée complètement que dans 5 ans, ça pourrait être leur candidat unique. On dit donc qu'on est à 3 jours du premier tour des législatives. Tu le disais tout à l'heure, Rachid, ils sont assez excités de savoir ce que ça peut donner. Qu'est-ce qui leur fait peur aujourd'hui? C'est quoi? C'est l'abstention? C'est la peur de ne pas avoir été compris? C'est des dérapages pendant la campagne? Qu'est-ce qui inquiéterait? C'est que l'abstention. C'est que ça. Les dérapages, il y en a eu très peu. Il y a eu la police, mais pour Mélenchon, c'est pas un dérapage. Et Mélenchon est habitué aux polémiques durant ses campagnes. Donc eux, leur vrai combat, c'est l'abstention. Si les gens se déplacent, ils disent on peut gagner. C'est là que ça se joue. Mais Mélenchon fait une différence, et la NUPES, entre le premier et le second tour. Ils font une vraie différence en disant que si on fait un bon score au premier tour, les gens peuvent se dire on peut gagner et venir voter au second tour, entre les 2 semaines. Donc pour eux, c'est très important de faire un bon score au premier tour, même s'il n'est pas extraordinaire, pour remettre une pièce dans la dynamique entre les deux tours. Plein de gens qui se disent ah, j'ai pas voté, est-ce que je peux encore voter, et qui viennent au second tour. Et c'est ce qu'ils espèrent. Est-ce que la personnalisation de la campagne à ce point, on en dit depuis tout à l'heure, on parle de Mélenchon Premier ministre, mais c'est vraiment le mot d'ordre depuis le début. Est-ce que ça peut pas être un problème aussi? Ce que nous rapportent tous les candidats de toutes les familles politiques, c'est que le mot d'ordre, c'est que l'idée de troisième tour et de Mélenchon Premier ministre, c'est ça qui marche et c'est ça qui mobilise, notamment dans les classes populaires qui se mobilisent quand elles ont un réel espoir de changement, quand elles se disent que c'est possible. Et je pense que ça a installé cette idée que c'était possible, quoi. Mais ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'ils peuvent changer de stratégie entre les 2 tours. C'est-à-dire que
pour les tours, pour mobiliser, c'est Mélenchon Premier ministre. Entre le premier et le second tour, ce sera sûrement. Il ne faut pas donner toutes les clés à Macron. C'est-à-dire aux gens qui sont anti-Macron et anti-Mélenchon, quand même, venez chez nous, parce que sinon ce sera Macron. Ils craignent que les gens, notamment les électeurs du Rassemblement national, ne prennent pas au truc Mélenchon Premier ministre. Mais ils peuvent venir pour le truc Macron, pas tous les pouvoirs. Donc ça, ils peuvent encore un peu le modifier entre les deux tours. Est-ce qu'il regrette quelque part de ne pas s'être présenté quand il voit cette dynamique aujourd'hui pour la NUP? Je pense qu'il n'a aucun regret. Non, vraiment. Il savait qu'il serait élu quoi qu'il arrive. Parce qu'il aurait eu une circo à Marseille, il aurait été élu. Et je pense qu'il n'a aucun regret parce que justement, il sait que plus dur commence après. Et Mélenchon ne veut pas gérer un groupe de 200 personnes. Donc du coup, non, je pense qu'il n'a aucun regret. Je pense que plus il y a de députés, moins il a de regrets. Imaginons le 19 au soir, il n'est pas Premier ministre, hein. Il ne gagne pas. Est-ce que pour lui, c'est dans la rue? Mais évidemment, c'est ça que Macron et les macronistes pensaient que Mélenchon allait prendre de la distance, presque sa retraite, après la présidentielle. Ils n'ont pas vu la NUPS, personne ne l'avait vu venir. Et quand ils ont vu arriver la NUPS, pendant quelques semaines, ils ont resté silencieux, genre, c'est quoi ce truc? Est-ce que ça prend? Est-ce que ça marche? Et là, depuis 15 jours, ils paniquent. Et donc, ce qu'il faisait à Le Pen entre les deux tours de la présidentielle, il le fait à Mélenchon aujourd'hui. L'ennemi numéro 1, le danger, le chaos, la mort de la France, c'est Mélenchon. Donc du coup, il a viré Le Pen de son champ de vision, il a ramené Mélenchon pour dire, si ce monsieur gagne, c'est la mort de la France. On retrouve un petit peu aussi les critiques contre Mélenchon en 2017. En 2017, quand à un moment on a cru qu'il pouvait être au second tour, il y avait eu ça, on se souvient, il y avait eu beaucoup aussi en gros c'était des chars cubains qui étaient de nouveau sur le champ de Mars. On voit véritablement quand même des critiques très dures, et notamment, alors pas seulement par rapport à son programme, mais par rapport aussi presque à la personnalité de Mélenchon. C'est-à-dire son côté Chavez, ça revient tout le temps, non? Ça revient tout le temps, mais ce qui est rigolo, c'est que Mélenchon maintenant est habitué. Les électeurs sont habitués. Et Mélenchon, et même je parle aussi avec Faure aussi, qui me disait, en fait maintenant les électeurs sont intelligents, c'est pas bête quoi. On dit pas voici des chars, on va voir des chars quoi. Donc ça marche plus. Et ça marchait en 81. Les gens ont vraiment eu peur en 81 parce qu'il n'y avait pas internet, Mitterrand, la gauche, c'était un peu nouveau quoi. Parce que maintenant les gens comprennent quoi. Qu'il y a l'Assemblée nationale, qu'il y a Macron qui est président. Donc les attaques trop grossières ne prennent plus, ne marchent plus. Surtout qu'il y avait l'Union soviétique en 81, donc en plus c'était ça. Il y a souvent la critique envers Emmanuel Macron de la part des Insoumis, c'est qu'il n'est pas légitime. Quand on voit le niveau d'abstention qui pourrait se présenter dimanche, les élus de la NUP, les élus de la NUP aussi risquent d'avoir aussi ce procès, non, en légitimité. Est-ce qu'ils en parlent de ça? La NUPES, ne dit pas que Macron n'est pas légitime. Elle dit que Macron la présidentielle n'a pas réglé le débat. Elle dit il a gagné, il est président, mais le débat des Français, en gros, sur quelle orientation prendre, n'a pas été réglé. Parce qu'il y a eu 3 blocs entre le Macronie, Le Pen et Mélenchon, et que cette élection qui arrive dimanche va permettre enfin de régler ce débat. Quelle politique pour la France? Parce que Macron, et ça on peut dire que c'est vrai, en termes de programme, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il veut vraiment. Sur les retraites, ça reste flou, et donc il avance masqué. Et Mélenchon dit, regardez, il avance masqué, il a gagné l'élection, il est encore masqué. Donc cette élection permet de dire, moi si je gagne, avec la NUPES, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fera quoi. Quel est le regard de ses alliés aujourd'hui sur Mélenchon? Ils se sont tellement disputés pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, d'être alliés, comment ils le regardent, que ce soit Olivier Faure, que ce soit Julien Bayou, parce qu'on ne parle plus de Yannick Jadot, que ce soit même... Alors j'ai bien compris qu'avec Fabien Roussel, c'était plus compliqué, mais comment ils le regardent maintenant? Du côté de ceux qui voulaient l'accord, je sais pas si c'est de l'admiration, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils prennent plaisir à le voir faire, à faire avec lui. Même notamment les écolos, je trouve qui sont un peu désorganisés, qui l'ont montré pendant la campagne présidentielle, qui avaient du mal à avoir de l'impact, qui avaient l'impression de ne pas réussir à émettre. Je pense qu'ils ont plaisir d'être avec des gens qui savent faire, en fait. Et les socialistes aussi, ils racontaient pendant les négos qu'ils avaient été assez impressionnés par le dispositif au local de campagne, tous les jeunes sur les réseaux sociaux, et eux savent qu'ils sont mauvais là-dessus. Et je pense que ça les stimule. Jean-Luc Mélenchon, il est devenu vraiment le leader de la gauche? Aujourd'hui, il est là, mais demain on verra. C'est-à-dire que Mélenchon dit une phrase à ses copains insoumis, il dit maintenant ils sont rentrés avec nous, à nous de rester les plus forts. Maintenant ils rentrent avec nous, ils vont nous stimuler, ils vont nous concurrencer, à nous de prouver que nous sommes les plus forts. Donc du coup, si le PS et les écolos à l'Assemblée font un gros travail, interpellent l'opinion publique, ils vont les doubler. Et ça, Mélenchon le sait. Donc aujourd'hui, la question, c'est Mélenchon est-il l'homme fort de la gauche? Oui, sans aucun débat. Dans 6 mois, on verra. À vouloir stimuler ses troupes, c'est marrant, c'est presque un manager libéral en fait. Presque, ouais, mais sur le mode, les gars, là il y a des gens qui arrivent, des socialistes, communistes et écologistes, ils sont jeunes, ils ont des idées,
ils veulent travailler. Donc maintenant, vous aussi, soyez à la hauteur, quoi. Oui, il fait jouer la concurrence. Il fait la concurrence. Ah oui, vraiment. Il dit les gars, donc. Et comment c'est vu aujourd'hui les dissidents, enfin comment on dit ça, c'est-à-dire les Hollande, finalement les vieux de la vieille qui, vraiment même Cazeneuve, qui ont des mots très violents envers la NUP, comment c'est perçu aujourd'hui? On dit que c'est une exception, on s'en fiche, ou alors c'est quand même considéré? Alors, les socialistes sont toujours agacés de voir Hollande ressurgir dans le débat régulièrement. Ils sont plus agacés du comportement de Carole Delga, qui mène un peu cette fronde, parce qu'elle a de l'avenir pour le coup. Et après, ils n'ont pas de doute sur le fait que les socialistes, en tout cas, que Faure est encore majoritaire. Mais ils sentent que plein de déceptions accumulées ça et là, partout en France, avec des candidats malheureux, à la fin, ça peut devenir une majorité menée par Delga. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a plus d'inquiétude que ça. Et les insoumis, les communistes et les écologistes, ils s'en tapent complètement. Cazeneuve, Hollande, vraiment, hein, c'est même pas un sujet, quoi. Pour eux, non. Jamais j'ai vu un écolo me dire t'as vu Hollande hier, il a fait ça? Mais jamais, quoi. Vraiment. La seule dissidence qui posait problème, mais pour le coup, c'était pas une fronde alimentée au niveau national, c'était la dissidence vraiment compliquée, c'était celle dans le 20e, d'une candidate PS. Dans le 20e arrondissement de Paris, ouais. Oui. C'est ça. Une dernière chose, alors on le sait, Jean-Luc Mélenchon, alors voilà, ne sera pas député, hein, la NUP gagne ou ne gagne pas. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il fera derrière, enfin il pourrait s'occuper, je crois, d'une fondation. Est-ce qu'il prépare sa succession? Non. Il a un dauphin d'ailleurs? Non. Non, il a ni dauphin, ni. Tout à l'heure, on parlait de concurrence, elle est aussi en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a du pouvoir parce qu'il parle à tout le monde et parce qu'il est bien avec tout le monde. S'il dit à ses troupes, salut les gars, demain c'est Corbière, c'est Ruffin, c'est Panot, ou c'est Manon Aubry ou Bompard, ça crée la division. Donc en gros, il dit, c'est à vous de travailler ensemble, travailler en équipe, et un leader prend le drapeau au bout du chemin, quoi. Mais aujourd'hui, ça, il ne le fera jamais. Merci Charlotte, merci Rachid. Libellisé continue à arpenter la route des élections législatives afin de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, on vous donne rendez-vous sur le site de libération.fr pour suivre cette journée du premier tour des législatives en direct dimanche et découvrir les résultats et nos analyses à partir de 20h. On vous attend.